Bonjour et bienvenue à cette session dédiée à la science, à l'entrepreneuriat et à l'innovation aux sauvegardes de la nature. Je suis Hélène Rebuffa de la banque Triodos et j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Jonathan Maresco, cofondateur et directeur de eBiome. Je sais que Jonathan revient tout juste du Congrès international de la nature à Marseille, donc je voudrais vraiment le remercier d'être présent avec nous ce matin. Avant de commencer la session, je voudrais partager avec vous quelques informations pratiques. Jonathan va vous parler d'eBiome pendant une vingtaine de minutes, ce qui nous laissera environ 10 minutes pour une série de questions et réponses. Alors, dans la limite du temps qui nous est imparti aujourd'hui, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez durant la présentation de Jonathan, je vous invite à les inscrire dans le chat et je les transmettrai oralement à Jonathan. Si vous avez aussi des questions d'ordre plus technique, vous pouvez également les poser dans le chat et mon collègue Damien Erambo, qui suit également cette session avec nous ce matin, vous répondra le plus vite possible. Alors, comme je vous le disais, Jonathan Maresco est cofondateur d'eBiome, une spin-off de l'Université de Namur qui œuvre pour la sauvegarde de la nature en couplant expertise scientifique et technologie innovante. Entre autres activités, eBiome conseille des entreprises et des autorités publiques à modifier ou à créer des process pour avoir un meilleur impact sur la biodiversité. Il va vous expliquer et vous illustrer tout ça plus en détail. Et je lui donne la parole tout de suite et je vous souhaite une très bonne session. Un tout grand merci pour cette introduction. Je vais directement vous partager mon écran pour avoir la présentation. Voilà, je pense que vous la voyez tous, toutes et toutes. Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est parfait, super. Donc, tout grand merci à Triodos de me donner l'occasion de vous présenter les travaux menés par eBiome. Donc, comme on l'a dit, une jeune start-up issue de la rencontre, finalement, de la recherche scientifique et du monde entrepreneurial. Alors, je suis moi-même master en environnement, j'ai une thèse de doctorat en biologie également, et donc j'ai cofondé eBiome il y a maintenant 3 ans. Alors, je ne vous l'apprends sans doute pas, la crise de la biodiversité atteint des records sans précédent. Déforestation, pollution, fonte des glaces. Le rapport 2019 de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, citait le nombre impressionnant de 1 million d'espèces menacées d'extinction dans les 10 à 20 prochaines années. Je reviens de Marseille où se déroulait le Congrès mondial de la nature de l'IUCN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, et le terme d'écocide est cité de plus en plus souvent. À cela s'ajoutent d'autres constats. L'ONU a notamment soulevé le manque cruel de taxonomistes, donc ces experts qui sont capables de reconnaître et de décrire les espèces animales et végétales. De plus, la réalisation d'inventaires de la biodiversité nécessite un temps considérable lors des analyses et des prélèvements de terrain. Et pourtant, du temps, on le sait, nous n'en avons que peu. Il nous reste 10 ans avant de pouvoir inverser la tendance. C'est dans ce cadre, en fait, avec ces différents constats, qu'après ma thèse de doctorat, j'ai décidé de mettre à disposition des solutions technologiques qui sont utilisées dans le monde de la recherche académique afin de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité et à l'évaluation de l'état de l'environnement. Et alors, parmi ces outils technologiques, je vais vous parler un peu en détail de l'ADN environnemental, un outil relativement simple qui est basé sur le fait que tous les organismes vivants laissent des traces d'ADN dans leur environnement, reflétant ainsi leur présence actuelle ou passée. Et un petit peu comme la police scientifique, eBiome recherche ces traces d'ADN dans l'environnement. Et donc, par exemple, en collectant juste de l'eau dans une mare ou dans une rivière, on peut retrouver l'ADN de l'ensemble des espèces de poissons ou de grenouilles qui y vivent. On peut faire la même chose avec des échantillons de terre pour étudier les bactéries, les champignons, ou avec des échantillons de miel pour étudier l'ensemble des fleurs butinées par les abeilles. Alors, bien entendu, ça nécessite des compétences de laboratoire et une expertise pour gérer ces listes de données, mais le concept est vraiment relativement simple. Et donc en 2019, nous avons, avec d'autres associés, créé eBiome en tant que jeune spin-off de l'Université de Namur,
après 3 années de recherche et développement soutenues par la région wallonne, avec vraiment comme objectif de mettre à disposition des acteurs privés et publics, mais également des ONG, une équipe de scientifiques pluridisciplinaires. Et donc, au sein d'Ibiom, nous avons des écologues, des biologistes de la conservation, des microbiologistes qui permettent de répondre à un ensemble de questions environnementales. Ibiom est structuré en 3 pôles d'activité. Un laboratoire d'analyse qui justement propose ces outils à la pointe de la technologie pour répondre à ces différentes questions environnementales et principalement de la conservation de la biodiversité. Un bureau d'expertise scientifique. Donc nous sommes une petite équipe de 7 avec 4 docteurs en biologie dans l'équipe. On a quand même une certaine expertise, un savoir et un savoir-faire qu'on souhaite partager. Et enfin, un département de R&D, puisque l'objectif, c'est vraiment de continuer à innover, à développer ces nouveaux outils pour les appliquer de manière de plus en plus généralisée. L'équipe, et c'est un petit peu notre force, étant pluridisciplinaire, on peut travailler sur de nombreuses thématiques, que ce soit de la conservation de la biodiversité, du développement territorial, du conseil aux entreprises ou même de la surveillance épidémiologique. Et le but de ma présentation, c'est vraiment de vous présenter des cas concrets sur ces différentes thématiques. Premier projet qui me semblait intéressant de vous présenter, c'est le projet LIFE de NIP. Donc, c'est un projet national cofinancé par l'Europe, un gros projet national. 20 millions d'euros sont injectés sur les 8 années du projet. Le projet est porté notamment par la région wallonne, avec de nombreux partenaires, dont l'association Natagora. Et ce projet vise à renforcer la protection des espèces et des habitats les plus précieux d'Europe, donc les habitats Natura 2000. Dans le cadre de ce projet, une des actions était de mener l'inventaire dans 1000 mares wallonnes afin de déterminer la présence ou l'absence de 2 espèces protégées d'amphibies, le triton crété et l'alite accoucheur, par la technique de l'ADN environnemental. Les résultats de cette étude devaient pouvoir permettre d'avoir une meilleure compréhension de leur répartition sur le territoire afin de développer, de créer ou restaurer 500 nouvelles mares afin de reconnecter des populations isolées. Donc, dans ce cadre, Ibiom a été sous-traitant. On a formé les bénévoles et les stagiaires de l'association Natagora, mais également des agents des parcs naturels, des agents des eaux et forêts et des contrats-rivières à la prise d'échantillons, ce qui a permis de réaliser la visite de plus de 3000 mares en 2 saisons d'échantillonnage. 1000 mares ont été prélevées. Les bénévoles et les partenaires ont récupéré 800 millilitres d'eau par mare, les ont filtrés sur des petites capsules de filtration et nous ont juste renvoyé la petite capsule au laboratoire. C'est un travail titanesque qui a nécessité plus de 330 jours de terrain, des dizaines de bénévoles. En comparaison, des inventaires traditionnels d'une telle ampleur auraient nécessité entre 4 et 6 ans de visite de terrain. Au laboratoire, l'ADN a été récupéré sur les différentes capsules. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu mettre en évidence sur les 1000 mares échantillonnées la présence du triton crété, qui est représenté ici à droite, dans 209 sites, et la présence de l'alite accoucheur dans 240 sites. Certaines des régions et des mares sur lesquelles on a détecté les espèces étaient vraiment des bonnes surprises. On ne pensait pas que l'espèce était encore présente dans ces régions. Et depuis, Natagora et leurs partenaires ont déjà créé de nouvelles mares afin de renforcer ces 2 espèces protégées. Un deuxième exemple, qui est toujours basé sur la méthode de l'ADN environnemental en milieu aquatique, c'est la réalisation d'inventaires biologiques au niveau d'une zone Natura 2000, donc au niveau du marais d'Archy. Nous y avons réalisé 7 prélèvements, 1 directement dans le marais et 6 autres dans des mares naturelles ou artificielles présentes dans les environs. De manière très intéressante, nous avons pu mettre en évidence au niveau de ces 7 échantillons la présence de l'ADN de plus de 130 espèces parmi des groupes très variés, que ce soit des végétaux, des insectes, des oiseaux, des mammifères, etc. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la technique génétique a permis de montrer qu'il y avait une plus grande diversité, une plus grande richesse dans les milieux naturels, donc les mares naturelles ou le marais d'Archy, que dans les mares artificielles. L'outil est quand même relativement sensible. Et un autre résultat très intéressant,
c'est que cette analyse a permis de mettre en lumière la présence de 4 espèces naturelles de mille, donc des espèces rares et protégées, la bécassine des marais et la sarcelle d'hiver, 2 espèces d'oiseaux, mais également la bouvière, un poisson et le triton crétin. L'ensemble de ces données ont bien entendu été validées et corroborées avec des résultats naturalistes, que ce soit via les bases de données de Natagora ou des partenaires sur le terrain. Alors, à côté de notre laboratoire d'analyse, je vous ai dit qu'on développait un pôle R&D et nous sommes subsidiés depuis un peu plus de 2 ans maintenant par la région Wallonne pour développer ces outils de détection sur des analyses de la biodiversité terrestre. Donc, à partir de prélèvements de terre, de sable, de tourbe ou de matrices alternatives. Alors, on a commencé à développer nos protocoles d'analyse dans des milieux contrôlés grâce à une collaboration avec la Fondation Florida qui nous a donné un accès à de nombreux enclos du parc zoologique, ce qui nous a permis, sur des milieux très contrôlés où on connaissait les espèces en présence, de tester nos méthodes. De manière très intéressante, les premiers résultats ont été très prometteurs. Ici, vous avez une petite illustration des espèces, donc de l'ADN en tout cas, des espèces qui ont été retrouvées dans l'enclos des becs à sabot du Nil, via un prélèvement de terre et un prélèvement d'eau. Et alors, on a pu très rapidement montrer qu'on retrouve bien entendu l'ADN du bec à sabot du Nil, mais on retrouve également de l'ADN de toute une autre série d'espèces. Et ce qui est très intéressant en travaillant dans un milieu contrôlé, c'est qu'on a pu montrer en fait que ces espèces, c'était en fait les animaux qui sont dans les enclos situés à proximité de celui du bec à sabot. Donc, on a retrouvé de l'ADN de girafes, d'éléphants, de buffles, etc. Suite à cette validation en milieu contrôlé, on est parti en 2020 et 2021 en milieu naturel et nous avons prélevé des milliers d'échantillons sur des zones forestières, des prairies, des bocages, mais également des zones agricoles, que ce soit de l'agriculture biologique ou traditionnelle. On a filtré plusieurs centaines de litres d'eau, on est rentré au laboratoire avec des tonnes d'échantillons de terre et on a couplé l'ensemble de nos analyses avec des observations traditionnelles, donc de la capture d'organismes vivants, bien entendu avant de les relâcher, des pièges photographiques et des observations directes via des bureaux d'études en écologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails des résultats. Ce qui est très intéressant, excusez-moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en couplant des prélèvements de terre, d'eau, de miel et de fesses, on a pu mettre en évidence la présence de milliers d'espèces, des bactéries jusqu'aux mammifères, en passant par des oiseaux, des plantes, mais également des insectes. Ce projet nous a permis, et c'est non négligeable, d'encadrer un mémoire de fin d'études et 5 stages universitaires, puisque c'est vraiment l'objectif d'Ibiom, c'est de continuer dans nos projets de R&D à inclure des partenariats scientifiques. Alors, à côté de nos activités vraiment en conservation de la biodiversité, on s'est rendu compte que notre expertise et nos outils pouvaient également accompagner certains partenaires dans le développement du territoire. Ici, je vais vous présenter un projet que nous menons en collaboration avec des architectes et des paysagistes dans la région bruxelloise qui vise le développement d'une nouvelle vision urbaine pour le site de la Défense, donc le site du quartier général de la Défense belge à Bruxelles. Notre objectif est bien entendu d'y inclure, c'est l'objectif fixé par Ibiom, d'y inclure en partenariat avec les architectes et les paysagistes une vision de la biodiversité et des enjeux écologiques. Alors, le projet, le site est situé à cheval sur la région de Bruxelles-Capitale et sur la région flamande et vise le développement d'un nouveau quartier urbain, donc des habitations, mais également la création du nouveau quartier général de la Défense, le développement également d'une petite zone économique. En plus de ces développements plutôt urbains, il y a la volonté de créer un grand écoparc, puisque le site est situé vraiment à une situation très intéressante que je vais développer maintenant. Donc, vous pouvez voir, le site est situé déjà au niveau stratégique à mi-chemin entre l'aéroport de Bruxelles et le quartier européen, donc le long d'une voie du coup très intéressante au niveau économique. Et au niveau écologique, le site est tout à fait intéressant aussi puisqu'il est situé en bordure de la capitale, connecté au grand cimetière de Bruxelles et des Verts, qui sont quasi des parcs, et également connecté à la Woluwe Veld, qui est un reliquat agricole
un des derniers d'ailleurs, au niveau de la capitale. En plus de cela, si on prend un peu d'auteur, et c'est très intéressant, et c'est vraiment sur ces aspects-là que Ibium souhaite travailler, c'est qu'on se situe à moins de 2 km de la friche Josaphat, troisième hotspot de biodiversité à Bruxelles, et à moins de 2 km du marais de Morasque, qui est une réserve naturelle en plein cœur de la capitale. Et donc, la biodiversité au niveau local du site est déjà très intéressante et importante, puisqu'elle est vraiment connectée avec des milieux naturels existants. Et en plus de cela, à une échelle un petit peu plus macro, on a quand même 2 zones très riches en biodiversité aux alentours. Alors, ce qui a été proposé à l'heure actuelle, le projet est encore en cours et en discussion, c'est de condenser, d'une certaine manière, le quartier général de l'armée, le nouveau quartier urbain et la zone d'activité économique au nord du site, le long de l'axe Léopold III, finalement, afin de garder au sud du site un grand espace ouvert, non construit, et pour lesquels, normalement, c'est ce qu'on essaye de défendre, l'accès à l'automobile ne sera interdit. Ce grand espace est divisé en plusieurs zones. Donc on veut un grand corridor ouvert qui traverse l'entièreté du site, ce qui permet en fait de connecter les cimetières avec la Haut-Lieu-Velde. Alors pourquoi garder un milieu ouvert? Simplement parce que les espèces qui sont déjà présentes dans la plaine agricole sont des espèces qui sont habituées à un milieu ouvert, donc à un milieu sans trop d'arbres. Cette grande clairière centrale sera elle-même divisée en différentes petites zones. Une zone de loisirs, avec donc plutôt des pelouses traditionnelles, mais également des zones de protection de la biodiversité, des sortes de petites friches non accessibles au public, et également une zone maraîchère, afin de développer l'activité économique et de pouvoir justement faire la liaison directe avec la plaine agricole. Tout au sud du site, on a proposé de créer, et c'est une demande d'ailleurs du gouvernement flamand, une réserve forestière de minimum 20 hectares. Une petite forêt sera replantée dans cette zone forestière qu'on aimerait non accessible au public pour justement la transformer en un réel refuge pour la biodiversité. Je reviens sur notre projet R&D, puisque certaines des applications, certains des outils qu'on développe peuvent être très intéressantes sur des problématiques d'aménagement du territoire. Par exemple, via les études génétiques, nous pouvons déterminer la présence de toute une série de bactéries, de champignons ou d'autres organismes dans les sols, que ce soit dans les sols agricoles ou même sur les toitures végétalisées qui sont utilisées de plus en plus en milieu urbain. En quoi c'est intéressant? C'est que ces indicateurs génétiques peuvent nous aider à objectiver les mesures que l'on met en place. Donc, plutôt que de mettre en place des toitures végétalisées, de se dire on sait bien que ce sera favorable pour la biodiversité, mais sans jamais aller vérifier l'impact réel que cela a, les outils génétiques peuvent permettre de mettre en place un processus de suivi via des méthodes scientifiques et robustes. Alors, notre laboratoire et notre expertise peuvent également intervenir dans un accompagnement d'acteurs privés. Ici, c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec le pôle R&D d'EDF, qui visait à tester la faisabilité d'utiliser les méthodes génétiques proposées par Ibium sur la caractérisation d'échantillons de miel afin de déterminer l'intérêt de les utiliser pour faire des inventaires de la biodiversité végétale. Alors, ce qui est très intéressant, une fois de plus, c'est qu'en couplant juste un échantillon de miel d'été avec un échantillon de miel de printemps, on a pu mettre en évidence la présence de 156 espèces végétales dans la zone d'étude. Et alors, avec l'interprétation écologique qu'on a réalisée sur cette liste d'espèces, on a pu mettre en évidence toute une série d'habitats naturels. Dernier exemple concret de ce qu'Ibium peut réaliser, c'est l'analyse épidémiologique. Donc, il faut savoir que lorsque la crise Covid-19 s'est déclenchée, Ibium n'avait même pas encore 1 an. Et donc, on a dû se mobiliser pour garder la tête hors de l'eau. Et grâce à une demande de la Société publique de gestion des eaux, nous avons pu mettre en place des outils visant à déterminer la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque citoyen sécrète le virus dans ses selles. Donc, le virus se retrouve dans les eaux usées. Il est possible d'aller le quantifier. Je ne vais encore une fois pas rentrer dans les détails, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette quantification permet de déterminer la circulation du virus. Et alors, ce projet, qui était à la base un projet wallon avec 8 stations d'épuration suivies, a maintenant été généralisé à l'ensemble du territoire sous l'impulsion de Cienzano. Et Ibium gère encore l'analyse de 16 stations d'épuration wallonnes. Et alors, il y a 15 jours, l'ensemble des partenaires
ont mis en ligne les résultats sur le dashboard de Sciences Allo. Donc, vous pourrez aller voir l'évolution de la concentration du virus dans les eaux usées des 45 villes belges qui sont suivies par ce projet. Les résultats sont très intéressants puisque en période de reprise de haute circulation du virus, cela peut aider les décideurs à mettre en place des nouvelles mesures. Alors voilà, je vais terminer ma présentation ici. Je vais la clôturer avec une citation d'Harrison Ford. Alors, on le connaît tous via grande star internationale Indiana Jones et Star Wars, mais c'est également un militant écologiste très intéressant. Et je vais reprendre une phrase qu'il a citée lors de son discours d'inauguration au Congrès mondial de la nature le 3 septembre dernier, donc c'est tout récent. Alors, nous sommes ambitieux pour trouver des solutions parfaites, mettre en place des politiques parfaites. Malheureusement, personne n'a plus ce luxe aujourd'hui. Nous devons nous mettre au travail maintenant, même si ce n'est pas parfait. Alors tout le monde, allez-y, bougez-vous et mettons-nous au travail. Un tout grand merci. Merci beaucoup à vous, Jonathan. C'était vraiment une présentation hyper intéressante. Et on a plusieurs questions, notamment sur la technique de l'ADN. La première, c'est de savoir si on peut dater l'ADN pour être sûr que la présence des espèces est récente. Et si on peut, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on ne peut pas dater l'ADN, entre guillemets, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau scientifique, il y a quand même presque 15 ans de développement sur ces aspects. En milieu aquatique, on estime que l'ADN qu'on récupère dans une mare ou dans une rivière reflète la présence des espèces sur les 3 dernières semaines. Donc, si vous avez un poisson qui vit tout le temps dans une rivière, on va retrouver son ADN tout au long de l'année. Si on retrouve l'ADN, par exemple, d'un raton laveur qui est venu boire à la rivière, on estime qu'il est venu pendant les 3 dernières semaines. Alors ça, c'est pour le niveau aquatique. Au niveau terrestre, l'ADN peut être conservé pendant des beaucoup plus longues périodes, jusqu'à des milliers d'années, puisque dans les calottes glaciaires, on a déjà retrouvé, alors pas de biome au niveau scientifique, de l'ADN de mammouth et de tigre à dents de sabre. Et donc c'est là qui est très intéressant, c'est d'avoir à la fois les compétences technologiques pour appliquer ces méthodes, mais surtout aussi un regard scientifique et une expertise en écologie pour les interpréter. Merci beaucoup. Et au niveau de la quantification, est-ce qu'on peut quantifier l'abondance des différentes espèces grâce à ces techniques d'ADN? À ce stade, non. Donc, la technologie ne le permet pas encore. C'est vraiment de la détection absence-présence ou une quantification, une semi-quantification. Alors, je vais m'expliquer. Lorsque vous avez on prend une mare avec 2 espèces de poissons, une espèce de grande taille, une espèce de petite taille. Elles vont toutes les deux relarguer de l'ADN et malheureusement, ce relargage d'ADN va bien entendu dépendre de leur taille, etc. Et donc, chaque espèce libère de l'ADN avec un taux variable. Et ce n'est pas encore possible de quantifier ce taux. Par contre, pour tout ce qui est micro-organismes, donc les bactéries, les virus, etc., là, c'est possible de quantifier, puisque lorsqu'on filtre l'eau, on récupère chacune des cellules. Et alors, un dernier exemple de semi-quantification, si vous cherchez la même espèce au même endroit, mais à différents moments dans le temps, c'est plus ou moins standardisé le fait que la quantité d'ADN va varier en fonction du nombre d'individus présents. Et donc, on pourrait dire qu'il y a moins d'individus que le prélèvement de l'année précédente, par exemple. Okay. Et en ce qui concerne, si vous remarquez qu'il y a des espèces exotiques invasives ou des espèces qui a priori, n'ont pas grand-chose à faire en Belgique ou dans le milieu que vous étudiez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le reportez à quelqu'un? Comment ça se passe? Alors, j'ai justement, moi, fait ma thèse de doctorat sur les espèces exotiques envahissantes. C'est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Ibiome, on a toujours voulu jouer la transparence. Et donc, les résultats de nos études ne nous appartiennent pas, sauf au niveau de nos projets R&D. L'intérêt de la méthode génétique, c'est qu'elle est très sensible. Donc, elle permet même de détecter des espèces qui sont rares ou peu abondantes. Donc, soit des espèces protégées, soit des espèces exotiques envahissantes. Dans les 2 cas, si ce sont des données d'Ibiome, on les transmet alors aux partenaires. Donc, par exemple, on collabore depuis longtemps avec le service public wallon qui gère les espèces exotiques envahissantes. Donc là, les informations sont transmises en direct. Et si les données appartiennent à nos clients, on essaye de les convaincre de nous permettre en fait, de donner l'autorisation de transmettre la donnée. Sur certaines de nos missions, on a déjà nous-mêmes mis en place des mesures de gestion, entre autres de la renouée du Japon, par exemple, sur des zones urbaines. Ok. J'espère que ça répond à la question. Oui, je pense. Merci beaucoup. Une autre question qui vient d'arriver qui demande si l'ADN environnemental
pourrait aider à convaincre de la dangerosité des pesticides? C'est un sujet complexe sur lequel IBIOM aimerait bien justement développer des projets R&D. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'études de l'impact de pesticides, mais aussi d'autres types de polluants qui prennent en compte les aspects biodiversité. Donc nous, on aimerait bien pouvoir trouver des sites pilotes pour justement tester les méthodes génétiques pour voir si la quantité d'espèces, en tout cas le nombre d'espèces, varie entre différents sites, des sites peu pollués, pas pollués, fortement pollués. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on joue sur des milieux naturels avec énormément d'autres facteurs, les températures, les indices UV, la qualité de l'environnement, de l'air, etc. Et donc, il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Et donc, ce sera, à mon avis, assez difficile, ou en tout cas, il faudra le faire avec des partenaires, nous, on n'a pas forcément toutes les compétences, de pouvoir étudier du coup l'impact, l'influence de chacun de ces facteurs. OK. Maintenant, une question qui revient sur le projet de la défense. On a une Oui. question qui nous demande qui a fait le plan de ce projet? Est-ce que c'est vous avec le client et sur quelle base? Alors, je vais parler en général, parce que je n'aime pas parler, les données de nos Oui. projets sont quand même confidentielles, bien entendu. De manière générale, en milieu urbain, on travaille souvent via des marchés publics. Et donc, nous sommes contactés. Enfin, nous remettons une offre sur base d'un appel qui a déjà été qui est passé par la maîtrise d'ouvrage. Dans ce cas-ci, Bruxelles ou d'autres communes ont déjà, entre guillemets, une idée de base, avec un plan dans les grandes lignes. Et c'est à nous de travailler en collaboration avec les architectes, les paysagistes et d'autres acteurs pour proposer une vision. Sur le site de la Défense en particulier, cette vision a été discutée lors de workshops sur les aspects architecturaux, urbains, paysagers, écologie, avec des dizaines de partenaires, que ce soit le gouvernement flamand, le gouvernement bruxellois, Bruxelles Environnement, énormément de partenaires. Donc, il y a une vision qui est construite et chacun apporte une expertise différente pour alimenter le débat. La position qu'IBIOM veut défendre, c'est qu'à l'heure actuelle, en Belgique, la vision biodiversité-écologie est relativement faible. Et on aimerait bien qu'elle soit intégrée de plus en plus communément dans ces projets. Pas forcément après avoir fini de construire un nouvel quartier, se dire tiens, on va aller planter 3 arbres, lesquels on va planter, mais dès le départ du projet, se dire il faut le développer avec cette vision biodiversité-écologie. OK. On va conclure peut-être avec une dernière question assez technique qui demande si vous repérez le type, donc le variant de SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Alors oui, il y a, donc ça c'est en cours de développement, donc, sous d'ailleurs l'impulsion de CMSANO. Les différents laboratoires qui travaillent sur le projet sont occupés de tenter de mettre en place une discrimination des variants. Alors, ce n'est pas simple, mais on y tente et on a des premiers résultats qui sont discutés entre les partenaires. Super. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation, pour la Merci à vous. réponse à toutes les questions. Il y a beaucoup de remerciements et d'encouragements pour la suite Merci. dans le chat. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée et je vous invite à retourner dans le lobby pour rejoindre la session suivante. Et Bon Jonathan, week-end à encore une tous. fois, merci vraiment beaucoup. Pas de souci. Merci à vous.